Bonjour Patricia Bonjour Françoise et bonjour à tout le et monde. bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur à Françoise, c'est les systèmes familiaux. C'est un sujet dont elle m'a parlé récemment et j'avoue au départ avoir été un petit peu circonspecte. Je n'ai pas été préparée à cette thématique par ma formation. En fait, voilà ce que je comprends dans ce que tu veux nous exposer, Françoise. En psychogénéalogie, le job, en fait, c'est de resituer la personne dans son système familial. Or, ce système familial, qui est un arbre généalogique, se situe dans une autre forêt, en fait, dans une forêt plus grande, qui est le bain culturel, géographique, dans lequel on est né. Donc, en fait, on peut dire que notre arbre généalogique cache une autre forêt. Et en fait, si on ne prend pas en compte en fait, les origines culturelles d'un consultant, on passe peut-être à côté d'un certain nombre d'informations qui peuvent court-circuiter le travail qu'on essaie de faire avec lui. Si par exemple on cherche à l'aider à s'autonomiser alors qu'il est dans un système familial de solidarité permanente, ça va aller peut-être à l'encontre de ce qu'il souhaite faire de sa vie. Donc, nous, en tant que psy, nous avons quand même été, en tout cas, moi je le revendique, euh, biberonnés à la psychanalyse et à notre père spirituel qui est Freud, qui était un représentant évidemment du patriarcat dont il était issu. Françoise, quels sont, à ton avis, et en fonction en référence à tes lectures, quels sont les autres systèmes familiaux qui existent par ailleurs? Alors bon, bah, tu me connais Patricia et je pense que vous avez repéré aussi comment je fonctionne. Jamais être exactement dans la réponse à la question. Je pourrais peut-être être une femme politique finalement dans ma manière de déplacer les choses. C'est vrai que quand tu donnes l'image de la forêt dans la forêt, c'est vrai que c'est bien parce que il y a cette image de poupée russe où on est toujours, il y a toujours des systèmes derrière les systèmes. Sauf que c'est une forêt quand même beaucoup moins fournie, quoi. C'est quelque chose où il y a, où il y a peut-être une petite dizaine de systèmes familiaux dans le monde. Alors, nous, quand on travaille sur les arbres, on travaille toujours avec la référence d'un système familial qui est effectivement celui qui a été décrit par Freud avec un père tout-puissant et, euh, et les enfants qui s'opposent au père et toutes les problématiques qui peuvent en découler. Mais en fait, voilà, par rapport à ce que je vous dis, je m'appuie beaucoup sur les travaux d'Emmanuel Todd, qui est historien et démographe, et qui a étudié ces systèmes familiaux dans un tout autre but que nous, parce qu'il cherchait à comprendre les systèmes politiques, pourquoi les mêmes systèmes aux mêmes idéologies ressurgissaient sous des expressions différentes. Et donc, il a identifié qu'il y avait plusieurs systèmes familiaux et non pas un seul, non pas cette même référence avec un Père Tout-Puissant, mais disons dans notre Europe, il y en a quatre, je crois, je dirais. Et puis, il y en a, ouais, après, il y a des systèmes un peu mixtes, et puis il y a les systèmes africains, les systèmes d'Afrique du Nord. Et c'est intéressant, comme disait Patricia, pour resituer la personne, je donnerai un autre exemple que le sien. C'est par exemple, moi, je reçois beaucoup de personnes d'Afrique du Nord. Certaines ont été mariées par la coutume, elles n'ont pas choisi leur mari, elles ont eu beaucoup d'enfants. Vraiment, la question de savoir si elles sont heureuses en ménage, on sent bien que non. Si elles envisagent de quitter leur mari, c'est vraiment pas du tout comme nous, quoi. Elles sont pas du tout dans cette même dynamique d'autonomie que nous, les femmes françaises, quoi. Donc, ça ne sert à rien de leur mettre ce modèle-là sur le dos, de leur dire, il faut absolument quitter votre mari. Enfin, évidemment, en tant que thérapeute, moi, je dis jamais qu'il faut quitter un mari, mais je regarde plutôt les dynamiques en cours.
Mais la culture générale, ce serait un peu de dire on est malheureuse, on s'en va, si on reste dans la sociologie. Et je vois que pour ces femmes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et finalement, pour les hommes aussi, parce que j'ai aussi reçu des hommes maghrébins, on a fait un choix une fois pour toutes et qui n'a pas été le nôtre, qui a été imposé par la mère d'épouser telle femme, et on a été malheureux comme des pierres, mais on reste quand même. Donc j'ai vu ça assez souvent. Donc voilà, c'est un autre système familial et ça sert à rien de plaquer notre grille d'analyse. C'est aussi quelque chose qu'explore l'ethnopsychiatrie, qui est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Mais donc, pour en revenir à la perche que m'a tendue Patricia, effectivement, si on peut dire qu'il y a les systèmes familiaux qu'il y a en Europe, on les classifie en fait par deux critères principaux qui sont en gros, si je simplifie un peu, la manière dont l'héritage se partage et le statut des femmes. Alors, le plus rapide, c'est de parler du statut des femmes. Il y a effectivement des femmes qui ont le droit de faire des études dans certains systèmes familiaux et d'autres qui n'ont pas le droit. En général, c'est lié au fait qu'elles choisissent ou non leur conjoint, l'âge du mariage. Et par exemple, dans les familles maghrébines, on marie des femmes très jeunes et elles ne choisissent pas leur mari. Même encore aujourd'hui, même quand elles sont en France, voilà, euh, ça reste sujet à caution, tout ça. Le système d'héritage, en fait, qui est intéressant pour nous parce qu'on est souvent dans des questions d'héritage avec les histoires de spoliation qui en découlent, ça aide à comprendre, en fait, pas mal de choses. Alors, il y a les héritages où il y a le droit d'aînesse, c'est-à-dire c'est l'aîné qui hérite, et les autres, ils n'ont rien, quoi. Et alors ça a été aboli depuis 1840. Ça a généré pas mal de choses, de tracas dans la société, de rancœur, etc. Mais j'ai pu voir que quand même, ça persistait parce que nous, on travaille, les psychogénéalogistes, on travaille vraiment sur le temps long, le temps très long même quelquefois. Et par exemple, quand je vois des gens qui me parlent de la ferme familiale qui était celle de leurs parents ou leurs grands-parents, je vois des fermes dans l'arbre, des histoires de spoliation. Il se trouve que souvent, voilà, il y a un vieux garçon qui a repris, qui est celui qui a repris la ferme. Et les autres n'ont rien eu, mais ils ont été d'accord pour lui laisser. Enfin, ils se sont laissés faire des choses qui me faisaient un peu monter au créneau avant en disant quand même, vous y avez droit, pourquoi vous ne vous défendez pas? Et en fait, si on regarde bien, en général, ce vieux garçon, c'est l'aîné. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le droit d'aînesse perdure par une sorte d'arrangement entre les familles, c'est-à-dire il a toujours, voilà, l'aîné a eu la ferme, mais il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant, ce qui fait qu'ensuite la ferme, elle reviendra dans la famille à ses frères et sœurs. Donc il y a des choses comme ça, voilà, qui aident à comprendre les histoires de spoliation. Donc il y a le droit d'aînesse, mais donc c'est un seul type de famille où tout est fait pour le fils aîné et où en général, c'est là où on trouve le père très puissant, qui a beaucoup d'autorité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle bon, ce droit d'aînesse. Voilà. Ensuite, voilà, bon, comme c'est un peu compliqué, voilà, je bafouille. Il y a un autre système qui est dit libéral, où les enfants, grosso modo, il y a une égalité entre les garçons et les filles, mais il faut quand même faire un testament parce que c'est pas aussi clair que ça. Il y a encore un autre système où là, c'est le système égalitaire, c'est la loi est très claire, tous les enfants héritent à part égale et tout ça. Et puis, il y a le système communautaire où là, l'héritage, il est égalitaire, mais en même temps, il y a des liens très forts d'entraide entre les personnes. Et tout ça se passe dans notre Europe, dans un système exogame, c'est-à-dire où on va chercher son conjoint à l'intérieur du clan familial. Les systèmes maghrébins, par exemple, ou musulmans, c'est des systèmes endogames où on se marie au sein de sa famille et où là, voilà, le partage est égalitaire.
Mais voilà, donc savoir tout ça, c'est une chose, pouvoir l'appliquer, pouvoir comprendre la personne dans quoi elle se situe, dans une époque où les gens ont beaucoup bougé, et où on est soi-même issu de parents de cultures, de ces cultures comme ça profondes, d'ordre anthropologique différentes, c'est loin d'être évident, quoi. Donc ça sert aussi à renforcer le sentiment d'appartenance et d'identité que de renvoyer à ces systèmes qui sont vraiment très très anciens. Et tu ressens qu'il y a souvent une négociation en fait entre le système chez la personne, entre le système d'origine et le système dans lequel elle se trouve aujourd'hui, qu'il y a des tiraillements et que est-ce que ça complexifie l'analyse transgé ou bien simplement il faut la prendre en compte euh, Bah, moi, je sens pas de personnes tiraillées, au contraire, parce que c'est quelque chose de très profond, quoi. Je citais cet exemple de la ferme où les personnes n'avaient pas reçu leur part et où pourtant n'étaient pas très contentes, mais laissaient faire, quoi. Donc là, c'est intéressant de resituer par rapport à cette logique-là pour qu'elles comprennent un peu ce qui se joue pour elles et comment elles vont se situer par rapport à cet héritage. Anthropologique très ancien, quoi. Est-ce que ça peut les amener à se déterminer, à pacifier leur rancœur en disant oui, d'accord, je suis d'accord sur le fait que effectivement on ne va pas morceler la terre en plein de petits morceaux, on va la laisser gérer par un, parce que pour nous c'est encore important, la terre, c'est encore ce qui soude la famille, ou alors non, tout ça, moi j'en veux plus, moi je veux ma part, je veux faire mon chemin, et donc voilà, je vais mener une action pour que ça se termine, quoi. Donc ça, Mais voilà. je pensais également aux personnes maghrébines, des jeunes notamment, qui ont envie de mener une vie à l'européenne, qui Mm, viennent avec un désir justement de retrouver une place et d'une autonomisation, et qui se sentent parfois tiraillés par les traditions, les us et coutumes du passé, et donc qui sont peut-être dans une résistance au changement mm. peut-être plus importante qu'une autre qui a été dans un bain un peu plus libéral dès le départ. Oui, c'est vrai que c'est voilà, la place de la femme dans les cultures maghrébines, elle est très différente de la nôtre. Là, par exemple, c'est un aspect dont j'ai pas parlé c'est par rapport à l'héritage. C'est qu'en fait, quand on pose que on privilégie un enfant par rapport aux autres, en fait, on pose fondamentalement que l'autre est différent et que l'autre est un étranger. Et quand on répartit bien entre tous les enfants, la solidarité entre les enfants, entre les frères, entre les fils devient possible. Et donc souvent, ils s'attaquent au père, ça met comment dire c'est des systèmes où le père n'est pas tout puissant. C'est ça. Moi, je suis rentrée un peu par là, quoi. L'idée que le père était forcément tout puissant, non. Il y a beaucoup de systèmes familiaux où le père n'est pas tout puissant, mais ce sont les frères qui ont le pouvoir. Et d'ailleurs, ça se voit dans les cultures maghrébines avec cette histoire des grands frères, hein. Mais voilà, ça se voit aussi finalement dans l'attitude envers les frères, les femmes quand les frères ont du pouvoir, les femmes en ont moins parce qu'ils se liguent contre elles. Donc il y a des rapports comme ça de conception de l'égalité qui déroulent de ces systèmes anthropologiques et voilà, qui sont intéressants à voir, quoi. Et donc les femmes maghrébines, effectivement, elles sont très souvent tiraillées parce qu'il est vraiment question de leur autonomie dans un système qui fait tout pour ne pas les autonomiser, au contraire, qui les marie très jeunes, qui les place très jeunes dans leur belle famille pour qu'elles se forment à la culture familiale et puis qu'elles puissent être bien sous le joug de la belle-mère, alors qu'une femme plus âgée se rebellerait beaucoup plus rapidement, quoi. Et du coup, la démarche d'analyse transgénérationnelle peut être encore plus subversive, considérée comme telle par une personne qui est issue de ce milieu. Et donc, peut-être, elle doit en fait être en but à des résistances au changement, peut-être plus importantes. Voilà. Oui. Mais bon, il n'y a pas de Après, règle absolue. ça les regarde, de la façon dont elles sont plus ou moins proches de la tradition, ou elles trouvent plus ou moins leur place. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, il y a beaucoup de femmes maghrébines. En gros, je trouve que les femmes maghrébines, elles gagnent beaucoup à venir en France parce elles,
y gagnent en autonomie et sur leur tempérament, ça leur plaît beaucoup. Elles ont souvent du mal avec la maternité parce qu'elles sont loin de leur socle culturel, justement. C'est plutôt les hommes qui sont très perdus, leur place d'homme, ils tombent de leur piédestal et ils ont vraiment beaucoup de mal à trouver leur place, quoi. Donc ces femmes-là, elles sont impactées parce que leurs hommes vont mal, quoi, et que c'est pas une solution d'aller forcément chercher un conjoint dans les Européens de souche, quoi. On peut avoir envie de rester dans sa culture aussi, de rester chez soi, quoi, dans le choix du conjoint. En tout cas, ce que je retiens de tes propos, Mm, c'est que effectivement, tu prends en compte mm, des considérations plus vastes, mm, sociologiques aussi, mm. ethnologiques, qui ouvrent en fait le champ d'investigation de l'analyse transgénérationnelle. Et ça, je trouve ça intéressant. Et donc, je te remercie, Françoise. As-tu des choses à ajouter, des points à Oui, je mettre en dirais avant? qu'il s'agit toujours d'apporter la paix, quoi. Donc, je pense que ce niveau anthropologique, il est tellement ancien, tellement fondamental que ça sert à rien d'aller contre. Il faut juste le montrer à la personne pour qu'elle fasse son chemin aussi vis-à-vis de ça, quoi. J'avais un petit truc à ajouter aussi, c'est que ça peut, ces histoires-là, quand c'est des systèmes, ah oui, non, non, j'ai un truc à ajouter quand même important, c'est que bizarrement, ces différents systèmes, ils se répartissent par poche, dont on ne connaît pas du tout la logique. Alors, j'ai fait une carte de l'Europe, hein, que je ne sais pas si on la voit bien, mais vous voyez toutes les couleurs, il y a quatre couleurs, quatre ou cinq couleurs différentes, vous voyez, c'est vraiment très dispersé. Donc ça, c'est aussi questionnant de savoir comment ça se fait qu'il y ait ces poches-là, que ces cultures-là par poche, qu'il n'y a pas de barrière naturelle. Bon, quand on étudie un peu l'histoire de la longue durée, les gens ont beaucoup voyagé, donc voilà, ça doit être des tribus qui se sont installées là. À l'époque où il y avait, dans les systèmes où il y avait comment dire, le droit d'aînesse, ça a conditionné aussi les cadets qui n'avaient pas de place et qui partaient, qui émigraient. Donc il y a aussi voilà, des logiques comme ça. Je pensais à la vallée autour de Barcelonnette où il y a beaucoup de maisons mexicaines de cadets qui donc sont partis, ont émigré au Mexique et ont fait fortune et sont revenus et on construit des maisons de style mexicain pour dire que là-bas, ils avaient réussi et que donc ils avaient leur revanche. Parce qu'évidemment, c'était très douloureux pour les cadets de devoir quitter la ferme, de devoir quitter leur monde. Il y a les romans de Pierre Magnan qui parlent de ça, qui ne parlent même, je crois, que de ça. Et donc, ça a été beaucoup de souffrance par le passé, quoi, ces systèmes liés au droit d'aînesse. Voilà. Oui, donc on se rend compte effectivement qu'il y a des strates souterraines qui, en fait, dans lesquelles les arbres généalogiques sont plantés. En fait, c'est tout le terreau d'origine. Et en plus, ce qui complexifie la chose, c'est que les gens ben, ont circulé, euh, ils sont, ils ont immigré, ils se sont déplacés sur la planète et ils ont emporté avec eux la trace des vieilles mémoires d'us et coutumes et de traditions, etc. Et donc tout ça, ça fait un mélange bah, qui est passionnant, hein, mais qui est complexe. Oui, c'est voilà, que chacun recompose à sa manière, quoi. Exactement, c'est pour ça, c'est d'où l'intérêt une analyse transgénérationnelle. C'est vraiment une découverte d'une personne dans son unicité, et dans sa richesse et dans sa complexité. C'est un voyage qui est passionnant. Oui. Voilà, mais écoute, je te remercie déjà pour ces explications et puis nous nous retrouverons samedi prochain pour d'autres aventures. Oui. N'oubliez pas de liker, de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de transférer, voilà, pour que l'algorithme nous voit de plus en plus. Exactement. Merci d'avance. À bientôt.